C'est le retour pour la seconde partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Paul Amegakpo et Kosigan Akwete. On va parler maintenant du Tchad. Il ne faut plus désormais l'appeler général, mais maréchal Idriss Mahamat Déby. Le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, a été élevé au rang de maréchal lundi 9 décembre dernier sur décision du Conseil national de transition, ce qui fait office de parlement au niveau du Tchad, obtenant ainsi les mêmes galons que son défunt père et prédécesseur à la présidence du pays, Idriss Déby Itno. Le projet de résolution sur la promotion a été adopté par 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Au moment donc du vote de ce parlement, le CNT dominé par le mouvement patriotique du salut MPS, le parti au pouvoir, Mahamat Idriss Déby a été donc élevé à la dignité de maréchal pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc c'est ce qu'expose cette résolution adoptée à 3 semaines des élections législatives et locales premières depuis 2001. Kosigan Akwete, on parle de services rendus à la nation, de nombreuses victoires militaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je sais pas, est-ce que vous avez souvenance de ces victoires? Bon, peut-être que dans sa vie antérieure, peut-être que comme c'est un officier de l'armée tchadienne, peut-être qu'il a eu à effectuer des missions. Voilà, dans le cadre des missions, peut-être des missions contre Boko Haram, oui. Dans le G5 Sahel, il y a aussi une institution qui réunit le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Peut-être qu'il a eu à effectuer des missions qui ont été payantes pour le Tchad. Et la fois dernière, on sait que lui-même, il est parti superviser un combat, voilà, une mission de combat contre Boko Haram. Quand Boko Haram avait attaqué un camp. En fait, il n'a pas mené de combat, il est juste allé constater les dégâts. Non, selon les informations, c'est lui-même qui a dirigé les opérations sur terre comme dans l'air aussi. Et donc peut-être tout ça là, mis ensemble, et puis le travail qu'il a pas sur le plan politique, voilà, puisqu'il a conduit la transition, il est devenu président de la République après une élection. Et donc peut-être tout ça mis ensemble a fait qu'on a choisi faire de lui un maréchal comme papa Déby Itno, son père. Et donc voilà, si cela peut amener la paix, la stabilité, le développement du Tchad, bon vent à lui. Est-ce que Paul Amegakpo arrive à voir toutes ces, j'ai envie de dire, ces faits d'armes dont on l'auréole aujourd'hui? Disons que mon sentiment par rapport à cette distinction est mitigé, dans la mesure où effectivement c'est un général, il est le fils du père Idriss Déby, feu Idriss Déby, lui-même maréchal avant sa mort. Il a effectivement participé au combat au sein de l'armée tchadienne contre les différentes rébellions, mais également contre les groupes armés djihadistes au niveau du Sahel et autour du lac Tchad. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela a l'air d'une personnification du pouvoir. Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, dans la mesure où il vient à peine d'être élu président de la République. La transition n'est pas encore arrivée à son terme. Il y a les élections législatives et locales qui sont attendues bientôt et qui devraient permettre d'avoir une Assemblée nationale plus légitime que celle qui contient aujourd'hui des personnalités nommées pour conduire le Conseil national de transition. Et donc, nous pensons que élever le président Idriss Déby, fils, au rang de maréchal, a l'air d'une approche démagogique. Certainement qu'il est mis en difficulté avec d'autres officiers de l'armée, puisque le titre de maréchal, même si ce n'est pas un titre dans l'ordre des grades au sein de l'armée, c'est quand même une distinction qui permet de placer la personnalité au-dessus de tous les grades d'officiers.
dans le pays. Et généralement, il faut être un général, un officier général, avant d'être élevé au rang de maréchal. Nous savons que c'est un peu rare en Afrique. On l'a vu sur d'autres continents comme l'Inde et autres. Et même en Inde, où c'est institué depuis des décennies, il n'y a eu que 2 maréchaux qui ont été connus dans l'histoire. Et donc, pour nous, c'est beaucoup plus de préoccupations. Puisque Idriss Déby père, lorsqu'il a été élevé au rang de maréchal, on a compris qu'au lieu que ça apaise la tension sécuritaire au niveau du pays, ça a plutôt galvanisé la rébellion, qui d'ailleurs a eu raison de lui en le blessant mortellement au front. Et donc, ce que nous avons connu récemment, les derniers mois, autour du lac Tchad, où le président Idriss Déby était allé lui-même aux commandes des forces armées, au front, est-ce que ça n'a pas laissé des brèches en termes de capacité du nouveau président de pouvoir gérer son armée et donc un besoin impérieux d'aller très rapidement en l'élevant au rang de maréchal afin qu'il soit au-dessus de la mêlée? Est-ce que ça permettra aux différents officiers d'être plus alignés sous ses ordres, ou ça va créer beaucoup plus de frustration et alimenter les groupes rebelles qui existent encore et qui sont couvants au niveau du pays? Et donc, ça laisse beaucoup plus de questions que de solutions. Et il va falloir observer la suite du processus politique, surtout le parachèvement de la transition avec les prochaines élections, pour voir si ces élections seront apaisées et s'il y aurait une solution négociée pour mettre fin aux différentes rébellions dans le pays et aller dans la logique de la réconciliation nationale. Est-ce que vous pensez que c'est ce dont le Tchad a besoin aujourd'hui, avec tous les problèmes auxquels le pays est confronté? Vous savez, c'est peut-être le collège politique qu'il y a autour du président, du maréchal Déby, du nouveau maréchal Déby, et lui-même, qui alors ont pensé mettre peut-être cette, je peux l'appeler nomination, hein? Puisque maréchal, ce n'est pas un grade, hein? Non, c'est peut-être une nomination qui est plus ou moins civile, hein? Donc peut-être ils ont pensé que politiquement, s'il devenait maréchal, il peut faire place à d'autres officiers, supérieurs de l'armée qui peuvent accéder au grade auquel il était, pour permettre qu'il y ait une pacification de l'armée, pour qu'il ait la coudée franche pour diriger le pays, sans avoir peur que les mêmes qui ont blessé son papa dans le temps passé ne le blessent, et qu'il y ait peut-être changement de personne à la tête du pouvoir tchadien. Voilà. Vous savez que les Tchadiens ont une cachette très facile, hein, et c'est des gens qui n'ont pas peur ni de l'arme blanche comme de l'arme conventionnelle militaire, hein. C'est des gens qui sont prêts à tout, et donc n'est pas soldat tchadien tout le monde. Et donc je comprends un peu le président fils Déby, qui veut être, surtout qu'il est en train de changer aussi l'orientation de partenariat avec la France. Peut-être qu'il veut mettre les gages pour mieux sécuriser sa personne, son institution et les autres institutions du pays, et sécuriser peut-être alors son gouvernement, pour que il ne puisse pas être emporté par des brebis galeuses parmi les officiers supérieurs de l'armée tchadienne. Mais il était déjà général 4 étoiles. Oui. Maintenant qu'il est devenu général, d'autres personnes peuvent devenir... maintenant qu'il est devenu maréchal, d'autres personnes peuvent devenir général 4 étoiles. Ça aussi, c'est possible, ne serait-ce que pour les apaiser. C'est qu'on a juste envie d'avoir, parce que je fais des recherches sur le titre, et d'ailleurs, au niveau de l'armée, on parle du rang le plus élevé dans la dignité militaire, et les gens qui le prennent sont extrêmement rares. Souvent, c'est ceux qui arrivent au grade de généralissime, qu'on élève au rang de maréchal. Parfois même, il y a des militaires tombés en disgrâce, mais pour éviter le scandale, on les normes générales. Donc, bref, c'est pas non plus quelque chose qui, dans le commandement militaire, on lutte pour devenir maréchal. Déby, fils, a juste envie d'être le plus haut, c'est tout, de tous. J'ai envie de dire le Igwe des Igwe. Absolument, absolument. Un homme fort. Il voudrait être un homme fort, et
à l'évidence, nous savons que nos pays démocratiques, nos pays africains et surtout nos peuples aspirent beaucoup plus aux institutions fortes, démocratiques, qui pourraient protéger les droits des citoyens et non des individus forts. Et nous avons vu Idriss Déby père. Le sort qui lui a été réservé. Nous avons connu le maréchal Mobutu, nous connaissons le sort qui lui a été réservé. Nous pensons que cette manière de s'empresser pour être élevé à cette très haute distinction militaire est un empressement qui n'augure pas un avenir démocratique où il conduirait donc le peuple avec responsabilité, avec humilité, avec sens de redevabilité, mais plutôt avec un sens martial, une manière d'imposer un autoritarisme militaire sur son peuple. Et donc, est-ce que cela pourrait marcher? Nous en doutons. Parce que n'oublions pas qu'il y a une sorte de succession dynastique au niveau du Tchad. Un peu comme nous l'avons vu au niveau du Gabon, où le fils a été déchu par un coup d'État. Nous l'avons vu également plus loin en Syrie. Le monde est aujourd'hui globalisé, qu'il faudrait faire des rapprochements, où Assad a été renversé, lui qui est le fils de son père qui a pris le pouvoir en 2000 à la mort de son père et qui a instauré aussi un système martial d'autoritarisme militaire sur son peuple. Et l'issue, c'est qu'il n'y a pas eu d'ouverture démocratique, il n'y a pas eu de liberté d'expression, il n'y a pas eu de renforcement des institutions publiques du pays, il y a eu qu'une concentration accrue des pouvoirs politiques au sein ou dans les mains d'un seul individu. Et donc, cet individu a été la cible de toutes les forces antagonistes et qui sont venues à bout de lui. Et donc nous pensons que au niveau du Tchad, ce que ce pays mérite, c'est plutôt un processus démocratique ouvert, respectueux pour une fois de la Constitution, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un culte accru de personnalité et pour que la société civile, les partis politiques, toutes les entités sociales du Tchad participent à la vie politique et au processus démocratique du pays. Et donc, c'est beaucoup plus d'interrogations et de préoccupations qui sont soulevées par cette distinction dont il s'est arrogé. Est-ce que cette distinction, d'une quelconque manière, rend son action au sommet de l'État plus efficace? Bon, si peut-être qu'il a pensé que c'est avec le titre de maréchal qui a fait que son papa a fait plus de 2 décennies à la tête de... Bon, son papa est devenu maréchal en 2020, donc... Peut-être qu'avec la bénédiction de ce titre, il fera peut-être 2 décennies aussi à la tête du Tchad, on ne sait pas. Vous voyez, c'est justement parce qu'ils ont eu à penser au rôle que jouerait le titre de maréchal qu'ils ont vite fait pour lui faire porter. Et donc, sûrement que selon eux, ça va apporter peut-être une longévité au pouvoir, ou ça va apaiser peut-être les sous-officiers avec lesquels il était du même rang, il était formé dans les mêmes années, ils ont fait les mêmes missions. Vous savez, dans l'armée, le grade, c'est très important. Hein. Quand au vieux au-dessus des autres, ils ont vu que vous avez été favorisé, ils ne seront pas contents avec vous. Puisque c'est celui qui porte le grade supérieur, les autres sont subalternes, deviennent subalternes et exécutent leurs ordres. Si, avec le titre de maréchal, il peut permettre à ce que d'autres deviennent des généraux qu'il était avant, bon, ça peut amener la paix et éviter qu'il y ait des clivages au sein de l'armée pour que voilà, lui puisse durer au pouvoir. C'est tout. Mais est-ce que Déby, j'ai envie de dire, depuis son élection, parce qu'on a la crise sécuritaire qui est là, on a vu que l'armée tchadienne subit de lourds revers. D'ailleurs, la dernière attaque de Boko Haram en date, lui-même s'était rendu au front, dirigeant les opérations militaires au sol et en l'air. Après son départ, il y a eu un guet-apens dans lequel 15 officiers de son armée ont encore perdu la vie. Sur le plan économique, c'est exsangue. Vous avez vu les inondations également qui ont fait beaucoup de désastres. Est-ce qu'il convainc, après, parce qu'il était déjà au pouvoir un peu plus de 2 ans avant de se faire élire, est-ce qu'il convainc aujourd'hui?
Non, il a du mal à convaincre. Et nous disons qu'on ne connaît pas, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais il est évident que sa personnalité est en difficulté. Est en crise d'autorité certainement vis-à-vis de sa troupe, parce que lorsque vous êtes président de la République, vous êtes déjà le commandant en chef des forces armées. Et donc, vous êtes au-dessus de tous les grades. Et lui, qui est un général, il n'a pas normalement besoin, il n'a pas besoin de la distinction de maréchal oui. pour pouvoir s'imposer aux autres. Ça voudrait dire que son autorité serait certainement contestée. Malgré son statut de chef de l'État, du commandant en chef des forces armées, il n'arrive pas à imposer l'autorité aux autres officiers de l'armée tchadienne. C'est la seule explication qui pourrait justifier le fait qu'il s'est empressé. Parce que normalement, rien ne presse aujourd'hui pour aller vers cette distinction. Surtout que l'Assemblée nationale n'est pas une assemblée légitime. C'est une assemblée de transition. Il va falloir normalement attendre les élections législatives pour avoir des députés élus. Comme ça, on comprendrait que cette émulation est une volonté du peuple tchadien, du peuple légitime tchadien et souverain tchadien. Donc ce n'est pas le cas. Et il faut remarquer également que dans d'autres pays où, dans l'histoire, on a connu des maréchaux, ce sont des maréchaux qui, en réalité, n'ont pas dirigé les États. Et donc, c'est seulement en Afrique, avec Mobutu, le maréchal Mobutu et le maréchal Déby père et Déby fils, qu'on voit que des officiers supérieurs obtiennent cette distinction, alors même qu'ils sont les dirigeants des États, donc des commandants à chef des forces armées. Et donc, c'est quand même assez perplexe l'évolution que nous observons au niveau du Tchad, et l'avenir nous dira effectivement ce qui a motivé cet empressement pour aller vers cette haute distinction honorifique. Quand on regarde au niveau du Tchad, on a l'impression que c'est pour les Tchadiens, c'est un épiphénomène. Oui, vous savez, moi j'ai pensé à deux choses. C'est comme le président Déby traîne à avoir la même mise sur et l'armée et le gouvernement et le peuple tchadien. Et donc, il a essayé, il a fait un essai d'une bombe populiste, c'est-à-dire que je coupe avec la France et je me mets avec la Russie. Mais cela n'a pas pris. Et donc, ils ont mis encore un autre ballon d'essai, c'est cette affaire de maréchal, pour voir si ça peut amener un peu de calme au niveau de l'armée, des populations, pour voir si, voilà, avec ça, il peut avoir les coups de France pour diriger le pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, le discours pour dire que je me détache de la France fait que, voilà, les jeunes vous suivent, les jeunes vous applaudissent. Mais quand il a fait, je pense que le résultat escompté n'était pas alors reçu au niveau des populations, ni de l'armée, ni de ses partenaires politiques et tout. Et donc, il faut aller aussi avec le maréchal pour voir si, ok, ceux qui ont souvenir, ceux qui ont dans le souvenir son papa avec cette affaire de maréchal, alors peuvent être contents pour lui dire, ok, peut-être que bientôt il va partir. Peut-être ça. Pour moi, c'est un ballon d'essai pour voir si cela peut calmer alors la population. Et vous avez raison, puisque le pays a toujours connu des coups d'État voilà. Depuis des lustres. Son propre papa était venu à la suite d'un coup d'État. Lui-même, il est venu à la suite d'un coup d'État. Et donc, il est évident que les coups d'État sont légion dans ce pays, et donc ils sont toujours à craindre. Et il ne faut pas oublier effectivement que la France, qui était présente dans ce pays depuis des décennies, a des relations assez solides dans les sérails de l'armée tchadienne, et donc l'éviction de l'armée française sur le territoire tchadien pourrait également créer des brèches à d'autres velléités qu'il faudrait surveiller. Donc nous pensons quand même qu'il y a assez
d'interrogation, comme nous l'avons dit, autour de cette situation. Et on n'est pas des mages pour prédire ce qu'il en serait dans l'avenir, mais les faits nous édifieront. De toutes les manières, ce n'est pas un signe de stabilité sécuritaire ni politique, mais c'est beaucoup plus de fébrilité et de fragilité politique. Vous savez, à cause du soutien que le président français, Emmanuel Macron, a apporté à Déby, qui est devenu maréchal tout à l'heure là, ce soutien a fait que des pays comme le Mali et le Niger alors ont des dents contre Emmanuel Macron parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi il peut soutenir lui, Déby, fils, pour remplacer son papa, nonobstant les règles établies par la Constitution. En principe, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait remplacer son papa. Mais l'armée et lui, l'actuel président du Tchad, ont fait un peu de forcing, soutenu par Emmanuel Macron, qui l'a même intronisé. Au même moment, il y a eu putsch au Niger et au Mali. Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler d'eux. Alors, les gens n'ont pas compris cette dichotomie. C'est-à-dire, je soutiens quelqu'un aussi qui a fait un putsch constitutionnel contre des gens aussi qui ont fait un putsch constitutionnel, sauf que les procédés ont changé. Mais de toute façon, c'est changement brusque à la tête de l'État, sans respect de la Constitution. Mais un est accepté par la France, les deux autres ne sont pas acceptés par la France. Alors, c'est ça les dents qui ont fait que les pays comme le Niger et le Mali ne veulent pas entendre parler de la France. Si. Maintenant, si le même Déby, entre-temps, se dit les accords qui lient le Tchad avec les accords militaires qui lient le Tchad avec la France, lui il ne veut plus les reconduire, il sort de ces accords là. Moi j'ai dit c'est un ballon d'essai pour voir si alors ce slogan populiste peut attirer les jeunes vers lui et que la population tchadienne va chanter comme dans les pays de l'AES, changement. Mais faire cela jusqu'à quand? Parce que quand j'ai envie de dire, les grands enjeux sont là. J'ai parlé de l'économie, j'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé de l'emploi, j'ai parlé du social en général. Je pense que on ne peut pas non plus indéfiniment détourner l'attention des Tchadiens. On veut détourner leur attention par cette affaire de rupture de la coopération militaire. De la coopération, mais ça n'a pas marché. Maintenant, on remet une autre bombe d'essai, c'est le maréchal, pour voir si ceux qui ont dans leur souvenir le maréchal Déby peuvent se dire ok, son papa, lui aussi il est devenu maréchal, bientôt il va libérer le plancher. Oui, il est important également de noter que ce à quoi nous assistons au niveau de la sous-région et également au niveau en fait de la bande sahélo-sahélienne et allant jusqu'au Tchad, c'est que la problématique sécuritaire vient prendre le dessus. De sorte que les dirigeants de ces pays pensent que le seul programme politique, le seul projet de société devrait être le combat contre les groupes terroristes ou rebelles. Alors qu'en réalité, pour une nation, la sécurité n'est qu'un volet entre autres. Même s'il y a de périls sécuritaires dans le pays, les autres volets sont importants. Parce que parfois, c'est la fragilité du tissu social. C'est le manque d'offres d'emploi pour la jeunesse. C'est la faible circulation des ressources financières et des opportunités pour les jeunes et pour les populations en général qui drainent ces derniers vers ces groupes armés où ils trouvent d'opportunités. La plupart du temps, c'est pas par conviction idéologique. C'est sous forme de contrebande. Je donne souvent l'exemple, c'est que on vous appelle, je donne par exemple le nord du Togo, sévit les groupes djihadistes. Il y a un jeune dans ce territoire qui a fini ses études ou qui n'a pas fait assez d'études, qui ne trouve pas de travail, il y a les défis climatiques, l'agriculture ne marche pas, il est désœuvré, et voilà, il y a des groupes de trafiquants de drogue qui se sont installés dans les territoires ou à la frontière et qui l'ont recruté pour rentrer dans la contrebande. On lui a donné un revolver plus un Kalachnikov. On dit, mais avec ça, vous pouvez faire les trafics. Mais pour faire les trafics, il faut passer sans
l'emprise des autorités. Donc, les ennemis seront les chefs de ces localités, seront les groupements de la gendarmerie, de la police. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se radicaliser, se rebeller contre ces symboles de l'État. Et donc, il faut les attaquer. C'est comme ça qu'on passe de contrebandier en terroriste ou en rebelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et donc, ce qui se passe au niveau des pays de l'AES et au Tchad, c'est que les dirigeants n'ont pas une vision globale sur la problématique. Ils devraient s'occuper beaucoup plus de la problématique économique et de l'employabilité des jeunes, occuper les jeunes à d'autres tâches que de les laisser capturer par les groupes armés. Et donc, à force de focaliser et l'attention, et les politiques publiques, et les ressources publiques sur la seule, ou le seul combat, ou la seule lutte contre les groupes armés, ferait que les pays deviendront exsangues économiquement, ne peuvent plus répondre aux attentes des populations, et les systèmes politiques seront fragilisés avec un risque de déstabilisation, pourquoi pas même de coup d'État ou de renversement par révolution populaire contre ces États. Et donc nous pensons que ce sont des enjeux importants pour ces pays et le Tchad doit se raviser en instaurant un système dans lequel il y aura l'inclusion, il y aura le dialogue, un système où le pays sera à moindre risque pour attirer les investisseurs afin de créer des conditions économiques et d'emploi pour les jeunes et d'augmenter la prospérité sociale pour les populations. C'est le seul moyen pour endiguer le risque sécuritaire. Sinon, ce n'est pas la distinction de Maréchal qui serait la réponse à cette situation. Dernier sujet, nous passons maintenant au Togo. On va parler des élections sénatoriales. Ça a été annoncé en Conseil des ministres courant cette semaine. Les élections sénatoriales auront lieu en février 2025. Il faut dire que le Togo a fait l'option d'un système bicaméral. On a une chambre basse et une chambre haute. Et donc, on attend la mise en place du Sénat pour poursuivre donc le processus de mise en place des nouvelles institutions qui vont gouverner la 5e République. Sauf que particularité des élections sénatoriales, ce n'est pas une élection ouverte à la population. Ce sont ce qu'on peut qualifier un peu de grands électeurs. C'est les conseillers municipaux et régionaux qui vont voter. Et ça, conséquent à côté, il faut bien que les gens comprennent cela. Oui, je pense que les institutions de l'État, surtout le pouvoir public, a informé suffisamment par les médias les populations togolaises sur le mode de choix des sénateurs. Les sénateurs seront choisis par les conseillers municipaux et les délégués régionaux. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent être sénateurs, je pense qu'ils vont chercher à convaincre les conseillers municipaux et les conseillers régionaux pour être choisis le 2 février sénateur. Voilà. Maintenant, le Sénat, comme vous l'avez dit, c'est la chambre haute, c'est-à-dire que si l'Assemblée nationale vote une loi et que cette loi doit passer par le Sénat pour être confirmée ou soit retenue, ou le Sénat, c'est le Sénat, non? Voilà. Oui, le Sénat. Voilà, le Sénat peut voir avec la Constitution si cette loi alors peut marcher ou pas. Quand le Sénat voit que la loi ne respecte pas toutes les lignes de la loi constitutionnelle, le Sénat peut renvoyer cette même loi à l'Assemblée nationale pour que elle puisse être revue. Si la loi ne va pas ou ne bénéficie pas, ou ne donne pas des avantages à la population, le Sénat peut aussi retourner cette loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit revue, tout en tenant compte alors des réalités de l'heure pour la population. Donc moi j'ai dit, le Sénat n'est pas une mauvaise chose en soi, on va l'expérimenter, et si après l'expérimentation, ça ne marche pas ou ça ne donne pas un prix-value à la nation, on peut aviser en ce moment-là. Mais pour le moment, inexorablement, on a besoin du Sénat, qui alors est l'une des institutions qui doit être mise en place
dans le schéma de l'installation des institutions de la Ve République. Voilà. Quels sont les enjeux, finalement, Paul Amegapo, de cette élection, en dehors du fait qu'on veuille parachever la mise en place des institutions de la Nouvelle République? Oui, le premier enjeu qui est le plus important à mon avis, c'est que les populations togolaises comprennent le bien fondé de la mise en place d'un Sénat. Le Sénat est la seconde chambre donc de l'Assemblée nationale, mais n'a pas la primauté législative. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, donc les députés, ont la primeur de la fonction législative. Ce sont les députés qui adoptent les lois, qui les renvoient en deuxième lecture au Sénat ou en lecture au Sénat. Le Sénat peut modifier, mais au cas où le Sénat fait des modifications, ça remonte à l'Assemblée nationale encore, aux députés, pour revoir ces modifications et les adopter, ou au cas où il n'y a pas d'accord, ils mettent en place une commission mixte pour retravailler sur le texte, mais en dernier ressort, ce sont les députés qui adoptent. Ça veut dire que sur ce plan, il n'y aura pas de changement majeur. Ce sont nos députés qui continueront, les 113 députés, du moins ceux qui siègent, qui continueront donc à assumer la fonction législative. La deuxième chose, c'est que le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale à travers les interpellations des membres du gouvernement par des questions écrites ou orales, et même la mise en place des commissions d'enquête relève toujours de l'Assemblée nationale et non du Sénat. Cependant, qu'est-ce que le Sénat fait? Il y a deux missions. La première est assez formelle. C'est le choix du futur président de la République. Les sénateurs, les 61 sénateurs, avec les 113 députés, du moins ceux qui siègent, vont constituer le collège qui élira le futur président de la République, qui n'a qu'une fonction symbolique sous la Ve République, et procéderont par la suite au remplacement à travers le président du Sénat au cas où il y a vacance de pouvoir au niveau de la présidence de la République. Mais la deuxième fonction importante qui relance l'enjeu autour de ce scrutin, c'est que le Sénat représente les collectivités territoriales. L'Assemblée nationale est l'émanation directe du peuple. Même si dans la Constitution, on a dit que les sénateurs et les députés sont des représentants de la nation, les sénateurs sont plus les représentants des collectivités territoriales. Parce que nous avons un processus de décentralisation qui est en marche. Aujourd'hui, le volet politique est au complet, puisque nous avons les maires qui sont élus, nous avons les conseillers régionaux qui sont élus, et donc il va falloir aller maintenant dans l'implémentation même de la décentralisation à travers l'efficacité, la performance des services publics rendus par les collectivités territoriales. Pour cela, l'État a l'obligation de voter des lois qui encadrent. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la décentralisation, avec d'autres mesures réglementaires qui sont prises, mais nous avons également la loi des finances qui sera adoptée chaque année, où il y aura des volets de subventions ou d'alimentation des fonds dédiés aux collectivités locales. Qui devrait défendre les collectivités locales au niveau de l'adoption de ces lois? C'est justement le Sénat. Et ça, c'est un rôle important. Parce qu'ils sont l'émanation des collectivités locales, ils ont l'obligation de faire en sorte que la décentralisation marche, que les élus locaux trouvent un point de connexion avec le gouvernement central, avec les différents départements ministériels, avec l'Assemblée nationale, afin que les instruments juridiques, mais également les instruments institutionnels, politiques et financiers soient mis à la disposition des collectivités locales pour que la décentralisation marche. Et moi, c'est à ce niveau que je trouve l'importance du Sénat pour le Togo et la nécessité d'expliquer aux Togolais le rôle que ces sénateurs doivent jouer, et faire en sorte que les futurs sénateurs qui seront élus, parce que il y a 41 qui seront élus par le collège des conseillers municipaux et régionaux, et 20 qui seront élus par le président de la République.
bon, nommé, désigné, désigné par le président de la République. Par le président de la République, il va falloir que ces futures personnalités, qui sont aujourd'hui des citoyens lambda, je suppose, soient imbibés de leur mission. Pour que lorsqu'ils arrivent là, qu'ils ne servent pas juste les chrysanthèmes, mais plutôt défendent effectivement les intérêts de la population togolaise à travers les collectivités locales. Pour qu'ils ne viennent pas pour acclamer le président de la République ou le président du Conseil des ministres ou faire la politique politicienne. Il va falloir mettre le développement du Togo en avance. C'est pour ça que la phase d'information des citoyens doit être renforcée. Au moment de la campagne électorale des 2 semaines, je me dis c'est inutile d'ouvrir la campagne électorale si c'est aller convaincre nos 1706 élus locaux. Les 1706 élus locaux, on peut peut-être les convaincre en 72 heures sur qui il faut choisir. Mais c'est plutôt la population togolaise. Et cette période de campagne doit être une période d'explication de la mission des sénateurs afin que ces sénateurs comprennent leur charge et soient tenus responsables une fois qu'ils soient élus. Je voudrais finir en disant que il y a déjà des voix qui s'élèvent au niveau de la classe politique pour demander que le président de la République, en voulant nommer les 20 sénateurs, tienne compte de la pluralité politique au Togo en intégrant la classe politique de l'opposition. Je pense que c'est une démarche qui doit avoir écho au niveau du cadre permanent de concertation, le CPC. Parce que, sans se leurrer, si on procède aux élections, c'est le parti au pouvoir UNIR qui aura le plus grand nombre de sénateurs élus. Puisque UNIR a la majorité, la grande majorité des élus au niveau des communes et au niveau des régions. Et donc, il va sans dire que ces élus vont suivre la directive du parti, la ligne du parti, et vont élire les sénateurs qui sont désignés, les candidats donc au Sénat qui sont désignés par le parti UNIR. Alors présenté comme cela, on peut se dire, parce que il y a aussi les plus critiques du système bicaméral évoquent un système budgétivore. D'ailleurs aujourd'hui, quand on regarde un peu le sommet de l'État togolais, on a l'impression d'avoir beaucoup d'institutions qui deviennent budgétivores pour le citoyen lambda. Mais c'est une institution de la Constitution qui doit être mise en place. Oui, sans le Sénat, vous savez, même dans la marche d'installation des institutions de la Ve République, il y a le Sénat qui a sa place. Après le Sénat, je pense, la HAC, nouvelle formule, doit être aussi mise en place. Et donc, il faut mettre toutes ces institutions avant que le président du Conseil des ministres alors soit mis en place et que voilà, la nouvelle République commence par marcher effectivement et que le nouveau président aussi soit élu par les sénateurs et les députés. Donc il nous faut tout ça, même si c'est budgétivore. Quand je viens d'écouter l'explication du rôle du Sénat qui va peser lourd dans le financement des budgets des collectivités locales, je pense quand même que quand nous voyons un peu l'état de nos villes, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, les collectivités locales ont besoin de sous et il faut quelqu'un pour faire du lobbying, il faut quelqu'un qui doit alors élaborer des lois qui puissent contraindre alors l'État central à leur trouver alors des sous avec lesquels ils peuvent développer nos villes, nos villages et nos hameaux. Donc, même si aujourd'hui on dit que voilà, il sera budgétivore, mieux vaudrait qu'il soit budgétivore, qu'il apporte un souffle à nos collectivités locales, nos mairies et tout. Vous avez, c'est vrai que la décentralisation est une réalité au Togo, mais quand vous allez dans nos mairies, ce qu'il manque de plus sont les moyens. Alors si il y aura une institution législative aujourd'hui qui alors va plaider leur cause, qui va les insérer dans les lois de la République pour que voilà, dans le budget de l'État, il y a une part belle qui soit confiée alors aux municipalités, ce serait une bonne chose. Voilà. Depuis les années 90, que ce soit à Lomé ou dans nos préfectures, vous savez, il y a un délabrement total. Donc il va falloir qu'on renforce financièrement les mairies, les communes, pour que voilà, on puisse avoir un nouveau look un peu partout au Togo.
Donc, sur ce plan, je ne pense pas que le Sénat soit budgétivore. C'est plutôt utile. Il y a la dynamique pour la majorité du peuple qui, pour résumer, pour paraphraser, qui a appelé finalement à ne pas s'intéresser à ce genre d'élection. Est-ce que l'opposition fait bien de ne pas s'intéresser à ce type de scrutin? On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Au Togo, la politique doit être prise au sérieux. Les institutions, il n'y en a jamais de trop. Il y a plutôt des institutions inefficaces. Et les institutions inefficaces sont généralement dirigées par des hommes et des femmes qui n'honorent pas leurs fonctions. Et donc, il est important de comprendre pour tous les processus politiques et le processus autour du Sénat qu'il faut plutôt encourager la participation, mettre en place cette institution et voir les changements positifs que cela pourrait engendrer. Nous avons su, au lendemain de la conférence nationale souveraine, qu'il avait été décidé de procéder par les élections locales avant d'aller aux élections nationales, donc législatives et présidentielles. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On avait renversé la tendance en faisant en sorte que la primauté soit accordée aux élections nationales, donc présidentielles et législatives. Et depuis 1992, c'est en 2019 que les premières élections locales ont été organisées. Et nous savons le retard, par exemple, que le Togo a pris dans le développement des territoires, dans le développement à la base, contrairement à d'autres pays qui avaient embrassé très rapidement la décentralisation. Le Bénin à côté en est une illustration. Qui avait entamé son processus de décentralisation très vite avec une communalisation intégrale, ce qui a fait que les services publics de proximité ont été accessibles aux populations. Il y a eu des changements à la base et donc je pense que la même manière que le doute avait plané sur les institutions décentralisées qu'on considérait comme inutiles, comme budgétivores et qui avaient ralenti l'élan du développement surtout à la base, il ne faudrait pas qu'on jette le même discrédit sur le Sénat, qui certes va consommer le budget public, je ne sais pas encore quel taux cela va représenter, mais lorsque les sénateurs se mettent sérieusement au travail et feront en sorte que les collectivités locales soient réellement dynamiques et porter la voix des collectivités locales au niveau du gouvernement central et des institutions centrales, on peut opérer des changements vertueux. Et donc, je n'adhère pas trop à cette manière précoce de douter ou d'être sceptique sur ce qu'il en sera. Il va falloir qu'on conduise le processus jusqu'au bout et qu'on encadre les populations, nos institutions civiques et politiques pour que ce processus soit bénéfique pour le Togo et serve l'intérêt général. Est-ce que vous pensez que, j'ai envie de dire, une personnalité de l'opposition a une quelconque chance de se faire soit nommer, soit élu au Sénat quand on sait que sur le nombre de conseillers, plus de 1600, UNIR se taille la part du lion? Vous savez, moi j'ai dit, nos politiques de l'opposition togolaise jettent le bébé avec l'eau de bain trop tôt. Et ça se retourne contre eux. C'est peut-être aussi du réalisme. Non, pas. Vous savez, j'avais suivi une conférence de presse avec Abdoulaye Wade en 2000, je pense que c'était en 2008, au Togo ici. Il était venu, il avait eu une conférence débat avec l'opposition togolaise à l'université de Lomé, où il leur disait qu'après ses propres expériences, il a dû commencer par travailler avec le président Abdou Diouf. Alors pour s'imprégner des réalités de l'État et de l'administration, tout ça. Et donc, quand il fut nommé ministre des Affaires étrangères, il a profité pour insérer les ténors de son parti, le PDS, dans l'administration centrale.
afin d'avoir aussi de ces lieutenants qui sont à des postes stratégiques. Donc il en a profité pour avoir des magistrats, des hauts gradés dans la police et dans l'armée, dans différents secteurs. Il a placé ces personnes parce que à chaque fois qu'on veut parler du Sénégal, il a aussi le privilège d'être invité. Et quand il y a des places où il faut recruter les gens, il donne aussi les siens. Et donc il invitait alors nos politiciens de l'opposition à faire autant. Tout le monde a dit dans le temps que voilà, non, c'était plutôt en 1998, voilà, c'est pas en 2008, en 1998. Tout le monde a dit non, le feu président lui a donné de l'argent, il est venu les tromper. Le gars est parti en 2000, il était déjà au pouvoir. Vous savez, quand vous avez une réalité en face, il faut passer au travers, il ne faut pas fuir. C'est vrai que le pouvoir en place est unir aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition qu'il faut déjà dire non, on ne va pas aller parce que voilà, on va nous gagner. Il faut aller. Il faut trouver des stratégies pour aller. Puisque, au fait, unir n'a pas enfermé le peuple togolais dans une boîte où le jour des élections, on va les ouvrir pour aller voter unir. Non. Il faut aller les convaincre. Vous pouvez convaincre des conseillers municipaux unir à voter pour vous. C'est aussi possible. Vous y croyez? Ah mais oui, moi je prends l'exemple de Talon. Quand Talon allait aux élections au Bénin, il n'avait personne. Tout le monde était Le Bénin, c'est le Bénin. Non, faut pas dire ça. Il faut convaincre les gens. C'est-à-dire, il faut essayer de convaincre. Mais dire non... C'est quand on écoute Brigitte Adjamagbo, on a l'impression que ça ne sert à rien. Vous ne voulez... Ils ont beaucoup d'entre les politiques de l'opposition ont fait école avec des gens de unis. Il faut pas. C'est-à-dire quand il s'agit de votre ville, par exemple, vous pouvez convaincre les gens de unir, de vous prendre, de vous faire confiance qu'il s'agit de la ville. C'est aussi possible. Maintenant, quand vous dites vous n'irez pas, que ce n'est même pas la peine, comment vous voulez que le chef de l'État puisse vous nommer? Quand vous-même vous dites que ce n'est pas la peine. Or, il s'agit de votre milieu, il s'agit de votre pays. Il faudrait amener une pierre à sa construction. Vous vous souvenez des nominations faites dans le rang de l'UFC dans le temps, quand ils ont pris des ministres dans l'UFC. Vous avez vu la cacophonie? C'est parce que vraiment, ils ne se sont pas alors approchés des réalités ou des instances administratives de l'État. Ils se sont perdus un peu avant de rentrer dans la poste de ministre. Donc, si vous-même, vous dites non, ce n'est pas bon, comment vous voulez inciter le chef de l'État à vous prendre comme sénateur? Quand vous dites que ce n'est même pas la peine de ne pas regarder là-bas, que vous ne reconnaissez pas même la 5e République dans laquelle nous sommes. Or, d'autres ont des maires, sont même des maires dans la 5e République. Ils n'ont pas alors jeté l'éponge. Comment vous voulez marcher avec toutes ces contradictions et qu'on vous respecte? Voilà. On suivra tout cela de près. Vous voulez placer un mot en 30 secondes? Oui, en fait, c'est que la politique, c'est une science et l'obstacle doit être résolu ou contourné et il faut des stratégies. Malheureusement, au Togo, on voit les obstacles, certes, qui peuvent être réels ou virtuels, mais on ne pense jamais aux stratégies pour pouvoir régler, dompter ou contourner ces obstacles. C'est là le problème. Ça fait que à chaque moment on abdique, les acteurs politiques abdiquent, démobilisent les populations, démobilisent l'électorat et à la fin ils sont étonnés qu'ils n'obtiennent rien. Ils peuvent rien obtenir. Moi, j'étais au Sénégal, on l'a évoqué tout à l'heure, lors de la dernière présidentielle. Les prisonniers qui sont aujourd'hui au pouvoir, quand ils étaient sortis, ils n'avaient même pas de l'argent pour la campagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous ne ferons pas de grands meetings, on fera peut-être 2-3. Il n'y aura pas d'affiches, peuple sénégalais, ne soyez pas étonnés. Eux, ils vont beaucoup faire des affiches, c'est-à-dire le parti au pouvoir et les autres, parce qu'ils ont détourné votre argent. Finalement, les affiches qui ont été faites par le candidat du pouvoir ont été retournés contre eux. Parce que les Sénégalais, en envoyant une affiche, disent voilà, c'est encore l'argent des Sénégalais qui aurait été détourné. Ça, c'est une stratégie pragmatique. Et ils ont gagné les élections. Ils n'ont pas dit que c'est perdu d'avance, que c'est fraudé, que nous n'avons pas des moyens, que c'est déséquilibré. N'allez pas voter parce que, bon, c'est perdu d'avance. Ils ne seront pas au pouvoir aujourd'hui. Merci, Paul Lamega, pour d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Akwete Kosiga, merci à vous aussi d'être passé. Sam, merci. Invitez-moi à l'église. Je veux venir écouter votre sermon. D'accord. Ce sera avec plaisir. Merci à tous d'être restés avec nous. On se retrouve le samedi prochain.